Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Et nous allons enchaîner ce soir avec deux nouvelles, puisque oui, c'est la suite. Au cas où vous ne le sauriez pas, on a déjà fait 7 lives, si je ne m'abuse, sur Edgar Allan Poe. Ce sera donc ce soir le 8e, avec la nouvelle Les souvenirs de Monsieur Auguste Bedloe, et une seconde nouvelle qui se nomme Morella. Voili voilou, on arrive, on touche à la fin de l'œuvre malgré tout, vous voyez peut-être avec mon marque-page. On touche à la fin de l'œuvre. Ce soir, c'est encore une fois deux petites nouvelles d'une dizaine de pages. Et ça sera l'avant-dernier live sur Histoire extraordinaire, puisque la prochaine fois, on lira à nouveau deux nouvelles d'une dizaine de pages chacune pour terminer cette lecture. Mais avant tout, avant que je parle dans le blabla, dans la parlotte habituelle, je vais tout d'abord commencer par vous souhaiter à tous un horrible Halloween. Et nous allons enchaîner avec le programme, la programmation normale, j'ai envie de dire, de ces lives. Ça fait une semaine que j'ai pas live, et rien qu'une semaine maintenant, ça me paraît une éternité vu que j'ai pris un rythme de croisière assez régulier. Donc je suis très content d'être parmi vous ce soir. Et puis ceux qui ont décidé de me rejoindre malgré Halloween, ceux qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas voulu faire Halloween, vous êtes les bienvenus. Bienvenue sur ce live, détendez-vous, installez-vous, prenez à manger, à boire, on va s'amuser, wouh, c'est la folie, ouais. Non, en tout cas, on va essayer de passer un bon moment. Si vous regardez cette vidéo sur internet, waouh, je suis un boss. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous aurez compris qu'il s'agit d'une rediffusion d'un live qui a eu lieu d'abord sur Twitch. Donc forcément, je vais discuter avec le chat, etc. Et si vous voulez passer ces moments de parlotte, ce que je comprendrai tout à fait, je vous conseille d'aller dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes à votre disposition, vous permettant d'aller directement à la lecture et de passer tout ce qui ne vous intéresse pas. Voili voilou pour ce petit disclaimer, on va procéder à l'introduction de ce live comme d'habitude, 10, 15, 20 minutes de parlotte entre vous et moi les viewers, enfin entre moi et vous les viewers, et puis on va juste parler un peu de ce qui se passe concernant les lives, des news, tout ce genre de choses, comme d'habitude, vous avez l'habitude, je me répète sans arrêt, c'est terrible. Ça y est, j'ai pas fait de live pendant une semaine, j'ai perdu toutes les bonnes habitudes. Je ne fais que me répéter, je dis n'importe quoi. Bref. Donc voilà, tout ça pour laisser laisser aux gens plutôt, le temps d'arriver à l'heure, car il y a peut-être des gens qui veulent suivre la lecture en live directement et non en rediffusion. Donc voilà, je vous laisse le temps d'arriver, le temps que les alertes s'envoient, tout ça. On est parti pour une petite dizaine de minutes à parler ensemble. Et j'accueille avec plaisir Wakina. Bonsoir Waki, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je vois que tu t'amuses déjà bien. En vrai, ça fait super plaisir de t'avoir là ce soir. J'espère que tu vas bien, mon ami. J'avoue que je ne vais pas faire plus de cérémonie et que je vais directement entamer les hostilités. Car j'ai la gorge sèche et il faut me le désaltérer. Hop. Santé. Ah, ça fait du bien. Vous voyez également sous mon visage qu'il y a eu un nouveau follow pendant que je n'ai pas live. Donc merci Longhost pour ton follow. J'ai également eu un follow de Zaki Kero, si je dis pas de bêtises, son pseudo c'est ça. Donc merci Zaki Kero. Merci Longhost pour ces follow alors que je n'étais même pas en live, c'est incroyable. Ces temps-ci, vous êtes vraiment très nombreux à me rejoindre sur la chaîne YouTube et on pète des records assez faramineux de vues. Bon, en vrai, rien d'énormissime, mais moi, ça me fait très plaisir. C'est largement suffisant pour me faire très plaisir. Donc merci beaucoup pour ces records de vues, entre guillemets, et surtout pour les retours que vous me faites avec ça, c'est-à-dire qu'en ce moment j'ai beaucoup de messages, de commentaires ou de messages privés de personnes qui me disent merci pour mes lectures, donc ça me fait super plaisir. Merci à vous tous,
C'est parce que j'écoute tes vidéos la nuit, ça. Oh, Wakina, ça me fait trop plaisir. En vrai, oui, merci à toi parce que tu dois beaucoup mater les vidéos. Et ouais, en ce moment, c'est vraiment cool. On est sur une phase ascendante. En vrai, ça fait plaisir de voir que... parce que c'est arrivé plusieurs fois, ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas dans un gap, qu'on n'est pas dans une impasse. C'est arrivé plusieurs fois que je fasse des lives, que je continue à poster les rediffusions, etc., ainsi de suite. Et que je vois que les vues, au plus je sortais de vidéos, au plus les vues descendaient, et que je frôlais le 0 vue, alors que je commence à avoir une 350 abonnés bientôt. Et du coup, ça me rendait un peu triste. C'était là, bon bah, j'ai 0 vues, enfin 5, 10 vues par vidéo, alors que j'ai 350 abonnés, c'est un peu dommage. Et là, en ce moment, bah, j'ai des bonnes stats, entre guillemets. Alors, je fais pas hyper attention aux chiffres et pas hyper attention aux stats, c'est pas ce qui m'intéresse dans le fait de faire des lives. Mais c'est vrai que ça encourage et ça me donne de la force pour continuer longtemps. Donc, merci beaucoup. Et de toute manière, c'est vrai aussi, bah, j'en avais déjà parlé avec vous, je crois. Mais c'est aussi le côté particulier de mes lives, c'est que je pense que c'est des vidéos qui gagnent leur vue entre guillemets sur le temps. Parce que bah voilà, je suis pas hyper connu. Les livres audio, c'est quand même un public très restreint. Donc je pense que les gens qui me trouvent au compte-gouttes. Et c'est pour ça que des vidéos comme la première vidéo de lecture sur Dracula aujourd'hui dépasse les 5000 vues. Parce que bah, sur le temps, on a gagné petit à petit des vues. Croyez-moi que lors du jour de la sortie, j'ai pas fait 5000 vues, loin de là. Donc ça me fait extrêmement plaisir de voir cette évolution lente, mais constante. Donc voilà. Et à chaque fois, comme je le disais, accompagné de plein de messages hyper bienveillants, des messages d'amour. Et ça me fait vraiment plus plaisir qu'autre chose. Donc merci à vous tous. Je tiens à vous remercier une fois de temps en temps. Et voilà. J'en profite pour vous le dire ici. Bientôt plus de cheveux blancs, rendez les cheveux blancs à plat plat. Ouais, c'est vrai que j'ai bientôt plus de cheveux blancs, ouais. C'est bizarre d'ailleurs, c'est-à-dire que plus je vieillis, moins j'ai de cheveux blancs. Je suis un peu un boss, j'ai un peu trouvé la solution à la vie. Mais ouais, je me tâte à faire quelque chose avec mes cheveux, je vous en avais déjà parlé lors du dernier live, je crois. C'est pas hyper intéressant de parler de mes cheveux en live, hein. Ouais, je m'en rends bien compte. Mais ouais, j'aimerais vraiment faire un truc particulier et je me tâte en fait, c'est ça le truc. Puis aussi parce que je veux garder de la thune pour des choses intéressantes et importantes. Comme par exemple, le fait qu'en ce moment je suis en train de développer mon jeu de société sur l'eau, dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois, maintes et maintes fois. Et en ce moment j'y travaille quasiment tous les jours, quand je le peux. Et bah voilà, je garde de l'argent de côté parce que je sais que c'est un projet qui va être compliqué. Je vise à faire du crowdfunding, je vise à faire de l'auto-édition, de l'autoproduction. Ce qui fait que forcément, je sais qu'il y a un moment où je vais devoir faire des tests, je sais qu'à un moment il va y avoir des imprévus. C'est pour ça aussi que j'essaie de garder un peu d'argent de côté en me disant, bon bah, s'il y a un problème, je peux régler le problème et continuer d'avancer dans mon projet sans tout mettre en pause, tout freeze, ce qui m'embêterait un maximum, parce que le but de ce projet c'est justement de faire un projet simple entre guillemets qui puisse être fait rapidement avec des gros guillemets, parce que bien sûr il y a du travail à apporter et c'est long, mais enfin voilà. Et du coup je vous montrerai un peu des news si ça vous intéresse. Sur le Discord je mets fréquemment des illustrations pour le jeu. Aujourd'hui par exemple j'ai bossé sur la face d'une pièce pile ou face. Donc en gros la face de la monnaie du jeu sur l'eau. Et j'avoue que c'est hyper compliqué, rendre l'aspect de l'or c'est super compliqué. Bon, je suis pas encore... Je sais pas si si je suis satisfait, j'y ai passé pas mal d'heures parce que je suis très lent. Mais je vais essayer de revoir ça à tête reposée, voir si ça me satisfait ou non. Et du coup... mes cheveux sont si soyeux. Oh, merci Wakina. Et du coup, on va commencer cette lecture assez rapidement parce qu'au final, j'ai pas grand chose à vous dire de plus ce soir. Je me doute que ce soir, il risque d'y avoir peu de gens en live. Mais bon, on s'était dit ça il y a une semaine, donc... il y a une semaine, je vous avais, entre guillemets, promis un live qu'il y a Halloween ou non. Donc voilà, c'est mon retour, entre guillemets. J'honore ma décision de faire un live
pour les gens qui n'auraient pas la chance ou pas l'envie ou pas la possibilité de faire Halloween ce soir, vous aurez le choix, la possibilité, l'envie, j'espère, et le plaisir, je l'espère encore plus, de découvrir avec moi la suite des histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. On a fait plein de choses on a vu plein de choses très différentes dans ces histoires extraordinaires. On a vu à la fois des nouvelles qui ressemblaient plus à du polar, je dirais, avec une sorte de série policière. On a vu des trucs qui se rapprochaient plus du fantastique. On a vu des choses qui étaient limite dans le paranormal. La dernière fois, c'était limite horrifique. Et c'était même très intéressant, j'avais beaucoup aimé. Il y a aussi des nouvelles qui se rapprochent davantage du genre de l'aventure. Et c'est vraiment marrant, enfin j'aime vraiment bien ce recueil de nouvelles. Parce que, je vais pas mentir, il y a des nouvelles qui me plaisent beaucoup moins. Mais il y a des nouvelles qui me subjuguent. Et donc c'est assez inégal, mais c'est justement du fait de cette variété, et c'est ça que j'aime bien. C'est qu'il y a vraiment une grande variété de genres et de thèmes dans ces nouvelles, et du coup on sait jamais à quoi s'attendre, ça va être à chaque fois nouveau. Donc ce soir je ne sais pas s'il y aura d'horreur pour Halloween, je n'en sais rien. Nous découvrirons cela ensemble. Je peux déjà vous prévenir qu'il n'y aura pas de screamer parce que je déteste ça. Les gens qui font tous les ans une vidéo sur YouTube pour Halloween avec un screamer, je vous déteste. Je suis très sensible à ce genre de choses. Bref, je pense que j'ai fait un peu le tour. En vrai, j'ai pas vraiment grand chose à vous dire aujourd'hui de plus. Si ce n'est... Ah si, pardon, autant pour moi. Si ce n'est que, justement, je reviens avec ces lives de lecture, mais je reviens aussi avec des lives de découverte dont je vous parle depuis quelques temps. On en a fait une grosse quinzaine d'épisodes sur Wakfu, mais la phase Wakfu est terminée pour le moment, ou peut-être définitivement, je ne sais toujours pas. En tout cas, la phase Wakfu est en stand-by, et nous allons passer à une nouvelle phase de découverte dans nos lives, et si on découvrait l'univers de League of Legends. Et dès demain 21h, nous pourrons entamer cette aventure. Je pense avoir enfin trouvé le format que je vais donner à cette émission, parce que ça va être très particulier. J'ai pas envie de vous présenter du gameplay, puisque dans Ici on découvrait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de découvrir du gameplay, mais de découvrir l'histoire, le background, l'univers d'un jeu. D'ailleurs, je dis d'un jeu, peut-être qu'un jour je ferai pas que des jeux, mais pour le moment on va s'attarder là-dessus. Et donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire des nouvelles tirées de ce background. Il y en a déjà il y en a 140 en ligne, je crois. Il y en a encore 3 qui ont été ajoutés il y a 3 jours, là. Enfin bon, bref. On a du contenu, on a beaucoup de choses. Par contre, j'avoue que j'avais un peu du mal à choisir le format. Parce que je savais pas si je le faisais pour des gens qui connaissaient déjà, des gens qui connaissaient pas du tout. Je savais pas si je faisais durer le live longtemps et que j'approfondissais, auquel cas ça me demandait plus de travail, et vu qu'en ce moment je suis déjà overbooké, je ne sais pas si j'aurai forcément le temps. Enfin bon bref, ça a été un peu compliqué de me décider. Donc ce soir, demain pardon, j'ai une petite idée de comment ça va se goupiller, et ce sera un peu comment on appelle ça, un numéro 0 entre guillemets, enfin un prototype, on va dire. Voilà, ce sera un peu un live prototype demain, un live test où on verra si le format vous intéresse, si il me plaît de le faire également. Et puis voilà, ce sera le grand saut dans l'inconnu. Un pilote, merci Wakina, c'est exactement ce que je voulais dire, un pilote. Donc voilà, si ça vous intéresse l'univers de League of Legends, je sais que ça m'intéresse pas mal, rendez-vous demain à 21h. J'ai l'impression d'avoir la gorge méga sèche, et ça c'est vraiment, vraiment pas bon pour les lives de lecture. À vrai dire, juste avant, enfin il y a 1 heure, je mangeais du ketchup épicé, puisque j'ai acheté du ketchup, ils m'ont donné du ketchup épicé parce que j'ai fait mes courses en ligne, enfin bref. Ce qui fait que j'ai la langue en feu, j'ai l'arrière des babines en feu. Et je crois que, bah pareil, ça m'assèche un peu la bouche, et que ça va pas m'aider pour la lecture. Je me mets pas dans les meilleures conditions pour reprendre. J'espère que je vais savoir assurer. T'inquiète, je vais t'aider.
Comment ça, Wakina? Comment veux-tu m'aider dans telle situation? Et du coup, je vais entamer de ce pas la première nouvelle, les souvenirs de Monsieur Auguste Bedloe, qui dure 13 pages, donc je pense que je vous la lirai en quelque chose comme 25 minutes, 25-30 minutes. Je vous reprendrai lors d'une pause pour discuter avec vous. Wakina, je m'en doutais tellement de celle-ci, je la voyais venir à des kilomètres, mais il fallait que je te serve sur un plateau cette occasion de faire cette vanne. Un gros roulage de pelle, je serais pas contre, hein. Bref, du coup, on est parti sur la lecture, les amis. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Wakina, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre, et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure après cette nouvelle. Les souvenirs de Monsieur Auguste Bedloe. Vers la fin de l'année 1827, pendant que je demeurais près de Charlottesville, dans la Virginie, je fis par hasard la connaissance de Monsieur Auguste Bedloe. Ce jeune gentleman était remarquable à tous égards, et excitait en moi une curiosité et un intérêt profond. Je jugeais impossible de m'en rendre compte de son être, tant physique que moral. Je ne pus obtenir sur sa famille aucun renseignement positif. D'où venait-il? Je ne le sus jamais bien. Même relativement à son âge, quoique je l'ai appelé un jeune gentleman, il y avait quelque chose qui m'intriguait au suprême degré. Certainement il semblait jeune, et même il affectait de parler de sa jeunesse. Cependant, il y avait des moments où je n'aurais guère hésité à le supposer âgé d'une centaine d'années. Mais c'était surtout son extérieur qui avait un aspect tout à fait particulier. Il était singulièrement grand et mince, se voûtant beaucoup, les membres excessivement longs et émaciés, le front large et bas, une complexion absolument exsangue, sa bouche large et flexible, et ses dents, quoique saines, plus irrégulières que je n'en vis jamais dans aucune bouche humaine. L'expression de son sourire, toutefois, n'était nullement désagréable, comme on pourrait le supposer, mais elle n'avait aucune espèce de nuance. C'était une profonde mélancolie, une tristesse sans phases et sans intermittence. Ses yeux étaient d'une largeur anormale et ronds comme ceux d'un chat. Les pupilles elles-mêmes subissaient une contraction et une dilatation proportionnelles à l'accroissement et à la diminution de la lumière, exactement comme on l'a observé dans les races félines. Dans les moments d'excitation, les prunelles devenaient brillantes à un degré presque inconcevable et semblaient émettre des rayons lumineux d'un éclat non réfléchi, mais intérieur, comme fait un flambeau ou le soleil. Toutefois, dans leurs conditions habituelles, elles étaient tellement ternes, inertes et nuageuses, qu'elles faisaient penser aux yeux d'un corps enterré depuis longtemps. Ces particularités personnelles semblaient lui causer beaucoup d'ennui, et il y faisait continuellement allusion dans un style semi-explicatif, semi-justificatif, qui, la première fois que je l'entendis, m'impressionna très péniblement. Toutefois, je m'y accoutumai bientôt, et mon déplaisir se dissipa. Il semblait avoir l'intention d'insinuer, plutôt que d'affirmer positivement, que physiquement il n'avait pas toujours été ce qu'il était, qu'une longue série d'attaques névralgiques l'avait réduit d'une condition de beauté personnelle non commune à celle que je voyais. Depuis plusieurs années, il recevait les soins d'un médecin nommé Templeton, un vieux gentleman âgé de 70 ans peut-être, qu'il avait pour la première fois rencontré à Saratoga, et des soins duquel il tira dans ce temps, ou crut tirer, un grand secours. Le résultat fut que Bedloe, qui était riche, fit un arrangement avec le docteur Templeton par lequel ce dernier, en échange d'une généreuse rémunération annuelle, consentit à consacrer exclusivement son temps et son expérience médicale à soulager le malade. Le docteur Templeton avait voyagé dans les jours de sa jeunesse, et était devenu à Paris un des sectaires les plus ardents des doctrines de Mesmer. C'était uniquement par le moyen des remèdes magnétiques qu'il avait réussi à soulager les douleurs aiguës de son malade, et ce succès avait très naturellement inspiré à ce dernier une certaine confiance dans les opinions qui servaient de base à ces remèdes. D'ailleurs, le docteur, comme tous les enthousiastes, avait travaillé de son mieux à faire de son pupille un parfait prosélyte, et finalement, il réussit si bien qu'il décida le patient à se soumettre à de nombreuses expériences. Fréquemment répétées, elles amenèrent à un résultat qui, depuis longtemps, est devenu assez commun pour n'attirer que peu au point l'attention, mais qui, à l'époque dont je parle, s'était très rarement manifesté en Amérique. Je veux dire qu'entre le docteur Templeton et Bedloe, s'était établi peu à peu un rapport magnétique très distinct et très fortement accentué. Je n'ai pas toutefois l'intention d'affirmer que ce rapport s'étendit au-delà des limites de la puissance somnifère, mais cette puissance elle-même avait atteint une grande intensité. À la première tentative faite pour produire le sommeil magnétique, le disciple de Mesmer échoua complètement. À la 5e ou 6e, il ne réussit que très imparfaitement, et après des efforts opiniâtres. Ce fut seulement à la 12e que le triomphe fut complet.
Après celle-là, la volonté du patient succomba rapidement sous celle du médecin, si bien que lorsque je fis pour la première fois leur connaissance, le sommeil arrivait presque instantanément par un pur acte de volition de l'opérateur, même quand le malade n'avait pas conscience de sa présence. C'est seulement maintenant, en l'an 1845, quand de semblables miracles ont été journellement attestés par des milliers d'hommes, que je me hasarde à citer cette apparente impossibilité comme un fait positif. Le tempérament de Bedloe était au plus haut degré sensitif, excitable, enthousiaste. Son imagination, singulièrement vigoureuse et créatrice, tirait sans doute une force additionnelle de l'usage habituel de l'opium, qu'il consommait en grande quantité, et sans lequel l'existence lui eût été impossible. C'était son habitude d'en prendre une bonne dose immédiatement après son déjeuner, chaque matin, ou plutôt immédiatement après une tasse de fort café, car il ne mangeait rien dans l'avant-midi. Et alors il partait seul, ou seulement accompagné d'un chien, pour une longue promenade à travers la chaîne de sauvages et lugubres hauteurs qui courent à l'ouest et au sud de Charlottesville, et qui sont décorées ici du nom de Ragged Mountains. Par un jour sombre, chaud et brumeux, vers la fin de novembre, et durant l'étrange interrègne de saison que nous appelons en Amérique l'été indien, M. Bedloe partit, suivant son habitude, pour les montagnes. Le jour s'écoula, et il ne revint pas. Vers 8 heures du soir, étant sérieusement alarmés par cette absence prolongée, nous allions nous mettre à sa recherche, quand il reparut inopinément, ni mieux ni plus mal portant, et plus animé que de coutume. Le récit qu'il fit de son expédition et des événements qu'il avait retenus fut en vérité des plus singuliers. « Vous vous rappelez, dit-il, qu'il était environ 9 heures du matin quand je quittais Charlottesville. Je dirigeai immédiatement mes pas vers la montagne, et vers 10 heures j'entrai dans une gorge qui était entièrement nouvelle pour moi. Je suivis toutes les sinuosités de cette passe avec beaucoup d'intérêt. Le théâtre qui se présentait de tous côtés, quoique ne méritant peut-être pas l'appellation de sublime, portait en soi un caractère indescriptible, et pour moi délicieux de lugubre désolation. La solitude semblait absolument vierge. Je ne pouvais m'empêcher de croire que les gazons verts et les roches grises que je foulais n'avaient jamais été foulés par un pied humain. L'entrée du ravin est si complètement cachée, et de fait inaccessible, excepté à travers une série d'accidents, qu'il n'était pas du tout impossible que je fusse en vérité le premier aventurier, le premier et le seul qui eût jamais pénétré ces solitudes. L'épais et singulier brouillard ou fumée qui distingue l'été indien, et qui s'étendait alors pesamment sur tous les objets, approfondissait sans doute les impressions vagues que ces objets créaient en moi. Cette brume poétique était si dense que je ne pouvais jamais voir au-delà d'une douzaine de yards de ma route. Ce chemin était excessivement sinueux, et comme il était impossible de voir le soleil, j'avais perdu toute idée de la direction dans laquelle je marchais. Cependant, l'opium avait produit son effet accoutumé, qui est de revêtir tout le monde extérieur d'une intensité d'intérêt. Dans le tremblement d'une feuille, dans la couleur d'un brin d'herbe, dans la forme d'un trèfle, dans le bourdonnement d'une abeille, dans l'éclat d'une goutte de rosée, dans le soupir du vent, dans les vagues odeurs qui venaient de la forêt, se produisait tout un monde d'inspiration, une procession magnifique et bigarrée de pensées désordonnées et rhapsodiques. Tout occupé par ces rêveries, je marchai plusieurs heures, durant lesquelles le brouillard s'épaissit autour de moi à un degré tel que je fus réduite à chercher mon chemin à tâtons. Et alors un indéfinissable malaise s'empara de moi. Je craignais d'avancer, de peur d'être précipité dans quelque abîme. Je me souviens aussi d'étranges histoires sur ces Ragged Mountains, et de races d'hommes bizarres et sauvages qui habitaient leurs bois et leurs cavernes. Mille pensées vagues me pressaient et me déconcertaient, pensées que leurs vagues rendaient encore plus douloureuses. Tout à coup, mon attention fut arrêtée par un fort battement de tambour. Ma stupéfaction naturellement fut extrême. Un tambour dans ces montagnes était chose inconnue. Je n'aurais pas été plus surpris par le son de la trompette de l'archange. Mais une nouvelle et bien plus extraordinaire cause d'intérêt et de perplexité se manifesta. J'entendais s'approcher un bruissement sauvage, un cliquetis, comme d'un trousseau de grosses clés, et à l'instant même, un homme à moitié nu, au visage basané, passa devant moi en poussant un cri aigu. Il passa si près de ma personne que je sentis le chaud de son haleine sur ma figure. Il tenait dans sa main un instrument composé d'une série d'anneaux de fer et le secouait vigoureusement en courant. À peine avait-il disparu dans le brouillard que, haletante derrière moi, la gueule ouverte et les yeux étincelants, s'élança une énorme bête. Je ne pouvais pas me méprendre sur son espèce. C'était une hyène. La vue de ce monstre soulagea plutôt qu'elle n'augmenta mes terreurs, car j'étais bien sûr maintenant que je rêvais, et je m'efforçais, je m'excitais moi-même à réveiller ma conscience. Je marchais délibérément et lestement en avant. Je me frottais les yeux, je criais très haut, je me pinçais les membres. Une petite source s'était présentée à ma vue. Je m'y arrêtai et je m'y lavai les mains, la tête et le cou. Je crus sentir se dissiper les sensations équivoques qui m'avaient tourmenté jusque-là.
Il me parut, quand je me relevai, que j'étais un nouvel homme, et je poursuivis fermement et complaisamment ma route inconnue. À la longue, tout à fait épuisé par l'exercice et par la lourdeur oppressive de l'atmosphère, je m'assis sous un arbre. En ce moment parut un faible rayon de soleil, et l'ombre des feuilles de l'arbre tomba sur le gazon, légèrement, mais suffisamment définie. Pendant quelques minutes, je fixai cette ombre avec étonnement. Sa forme me comblait de stupeur. Je levai les yeux. L'arbre était un palmier. Je me levai précipitamment et dans un état d'agitation terrible, car l'idée que je rêvais n'était plus désormais suffisante. Je sentis que j'avais le parfait gouvernement de mes sens, et ces sens apportaient maintenant à mon âme un monde de sensations nouvelles et singulières. La chaleur devint tout d'un coup intolérable, une étrange odeur chargeait la brise, un murmure profond et continuel, comme celui qui s'élève d'une rivière abondante, mais coulant régulièrement vint à mes oreilles, entremêlé du bourdonnement particulier d'une multitude de voix humaines. Pendant que j'écoutais, avec un étonnement qu'il est bien inutile de vous décrire, un fort et bref coup de vent enleva, comme une baguette de magicien, le brouillard qui chargeait la terre. Je me trouvais au pied d'une haute montagne dominant une vaste plaine, à travers laquelle coulait une majestueuse rivière. Au bord de cette rivière s'élevait une ville d'un aspect oriental, telle que nous en voyons dans les 1001 nuits, mais d'un caractère encore plus singulier qu'aucune de celles qui y sont décrites. De ma position, qui était bien au-dessus du niveau de la ville, je pouvais apercevoir tous ses recoins et tous ses angles, comme s'ils eussent été dessinés sur une carte. Les rues paraissaient innombrables et se croisaient irrégulièrement dans toutes les directions, mais ressemblaient moins à des rues qu'à de longues allées contournées et fourmillaient littéralement d'habitants. Les maisons étaient étrangement pittoresques. De chaque côté, c'était une véritable débauche de balcons, de vérandas, de minarets, de niches et de tourelles fantastiquement découpées. Les bazars abondaient. Les plus riches marchandises s'y déployaient avec une variété et une profusion infinie. Soie, mousseline, la plus éblouissante coutellerie, diamants et bijoux des plus magnifiques. À côté de ces choses, on voyait de tous côtés des pavillons, des palanquins, des litières où se trouvaient de magnifiques dames sévèrement voilées, des éléphants fastueusement caparaçonnés, des idoles grotesquement taillées, des tambours, des bannières et des gongs, des lances, des casse-têtes dorées et argentées. Et parmi la foule, la clameur, la mêlée et la confusion générale, parmi 1 million d'hommes noirs et jaunes, en turban et en robe avec la barbe flottante, circulait une multitude innombrable de bœufs saintement enrubanés, pendant que des légions de singes malpropres et sacrés grimpaient, jacassant et piaillant après les corniches des mosquées, où se suspendaient aux minarets et aux tourelles. Des rues fourmillantes au quai de la rivière descendaient d'innombrables escaliers qui conduisaient à des bains, pendant que la rivière elle-même semblait avec peine se frayer un passage à travers les vastes flottes de bâtiments surchargés qui tourmentaient sa surface en tous sens. Au-delà des murs de la ville s'élevaient fréquemment, en groupes majestueux, le palmier et le cocotier, avec d'autres arbres d'un grand âge, gigantesques et solennels, et çà et là on pouvait apercevoir un champ de riz, la hutte de chaume d'un paysan, une citerne, un temple isolé, un camp de gypsies, ou une gracieuse fille solitaire prenant sa route, avec une cruche sur sa tête vers les bords de la magnifique rivière. Maintenant, sans doute, vous direz que je rêvais, mais nullement. Ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je sentais, ce que je pensais, n'avait rien en soi de l'idiosyncrasie non méconnaissable du rêve. Tout se tenait logiquement et faisait corps. D'abord, doutant si j'étais réellement éveillé, je me soumis à une série d'épreuves qui me convainquirent bien vite que je l'étais réellement. Or, quand quelqu'un rêve, et que dans son rêve il soupçonne qu'il rêve, le soupçon ne manque jamais de se confirmer, et le dormeur est presque immédiatement réveillé. Ainsi, Novalis ne se trompe pas en disant que nous sommes prêts de nous réveiller quand nous rêvons que nous rêvons. Si la vision s'était offerte à moi telle que je l'eusse soupçonnée d'être un rêve, alors elle eût pu être purement un rêve, mais se présentant comme je l'ai dit, et suspectée et vérifiée comme elle le fut, je suis forcé de la classer parmi d'autres phénomènes. « En cela, je n'affirme pas que vous ayez tort, » remarqua le docteur Templeton. « Mais poursuivez. Vous vous levâtes et vous descendîtes dans la cité. » Je me levai, continua Bedloe, regardant le docteur avec un air de profond étonnement. Je me levai, comme vous dites, et descendis dans la cité. Sur ma route, je tombai au milieu d'une immense populace qui encombrait chaque avenue, se dirigeant toutes dans le même sens, et montrant dans son action la plus violente animation. Très soudainement, et sous je ne sais quelle pression inconcevable, je me sentis profondément pénétré d'un intérêt personnel dans ce qui allait arriver. Je croyais sentir que j'avais un rôle important à jouer, sans comprendre exactement quel il était.
Contre la foule qui m'environnait, j'éprouvais toutefois un profond sentiment d'animosité. Je m'arrachai du milieu de cette cohue, et rapidement, par un chemin circulaire, j'arrivai à la ville, et j'y entrai. Elle était en proie au tumulte et à la plus violente discorde. Un petit détachement d'hommes ajustés moitié à l'indienne, moitié à l'européenne, et commandés par des gentlemen qui portaient un uniforme en partie anglais, soutenaient un combat très inégal contre la populace fourmillante des avenues. Je rejoignis cette faible troupe, je me saisis des armes d'un officier tué, et je frappai au hasard avec la férocité nerveuse du désespoir. Nous fûmes bientôt écrasés par le nombre, et contraints de chercher un refuge dans une espèce de kiosque. Nous nous y barricadâmes, et nous fûmes pour le moment en sécurité. Par une meurtrière, près du sommet du kiosque, j'aperçus une vaste foule dans une agitation furieuse, entourant et assaillant un beau palais qui dominait la rivière. Alors, par une fenêtre supérieure du palais, descendit un personnage d'une apparence efféminée, au moyen d'une corde faite avec les turbans de ses domestiques. Un bateau était tout près, dans lequel il s'échappa vers le bord opposé de la rivière. Et alors un nouvel objet prit possession de mon âme. J'adressai à mes compagnons quelques paroles précipitées mais énergiques, et ayant réussi à en rallier quelques-uns à mon dessein, je fis une sortie furieuse hors du kiosque. Nous nous précipitâmes sur la foule qui l'assiégeait. Ils s'enfuirent d'abord devant nous. Ils se rallièrent, combattirent comme des enragés, et firent une nouvelle retraite. Cependant, nous avions été emportés loin du kiosque, et nous étions perdus et embarrassés dans des rues étroites, étouffés par de hautes maisons dans le fond desquelles le soleil n'avait jamais envoyé sa lumière. La populace se pressait impétueusement sur nous, nous harcelait avec ses lances et nous accablait de ses volées de flèches. Ces dernières étaient remarquables et ressemblaient en quelque sorte aux cris tortillés des malais, imitant le mouvement d'un serpent qui rampe, longues et noires avec une pointe empoisonnée. L'une d'elles me frappa à la tempe droite. Je pirouettai, je tombai. Un mal instantané et terrible s'empara de moi. Je m'agitai, je m'efforçai de respirer. Je mourus. Vous ne vous obstinerez plus sans doute, dis-je en souriant, à croire que toute votre aventure n'est pas un rêve. Êtes-vous décidé à soutenir que vous êtes mort? Quand j'eus prononcé ces mots, je m'attendais à quelque heureuse saillie de Bedloe en manière de réplique. Mais à mon grand étonnement, il hésita, trembla, devint terriblement pâle et garda le silence. Je levai les yeux sur Stapleton. Il se tenait droit et roide sur sa chaise, ses dents claquées, et ses yeux s'élançaient de leurs orbites. « Continuez » dit-il enfin à Bedloe d'une voix rauque. Pendant quelques minutes, poursuivit ce dernier, ma seule impression, ma seule sensation, fut celle de la nuit et du non-être, avec la conscience de la mort. À la longue, il me sembla qu'une secousse violente et soudaine, comme l'électricité, traversait mon âme. Avec cette secousse vint le sens de l'élasticité et de la lumière. Quant à cette dernière, je la sentis, je ne la vis pas. En un instant, il me sembla que je m'élevais de terre, mais je ne possédais pas ma présence corporelle, visible, audible ou palpable. La foule s'était retirée. Le tumulte avait cessé. La ville était comparativement calme. Au-dessous de moi gisait mon corps avec la flèche dans ma tempe, toute la tête grandement enflée et défigurée. Mais toutes ces choses, je les sentis. Je ne les vis pas. Je ne pris d'intérêt à rien, et même le cadavre me semblait un objet avec lequel je n'avais rien de commun. Je n'avais aucune volonté, mais il me sembla que j'étais mis en mouvement, et que je m'envolais légèrement hors de l'enceinte de la ville par le même circuit que j'avais pris pour y entrer. Quand j'eus atteint dans la montagne l'endroit du ravin où j'avais rencontré Lienne, j'éprouvai de nouveau un choc comme celui d'une pile galvanique. Le sentiment de la pesanteur, celui de substance rentrèrent en moi. Je redevins moi-même, mon propre individu, et je dirigeai vivement mes pas vers mon logis. Mais le passé n'avait pas perdu l'énergie vivante de la réalité. Et maintenant encore, je ne puis contraindre mon intelligence, même pour une minute, à considérer tout cela comme un songe. « Ce n'en était pas un, » dit Templeton avec un air de profonde solennité. « Mais il serait difficile de dire quel autre terme définirait mieux le cas en question. Supposons que l'âme de l'homme moderne est sur le bord de quelque prodigieuse découverte psychique. Contentons-nous de cette hypothèse. Quant au reste, j'ai quelques éclaircissements à donner. Voici une peinture à l'aquarelle que je vous aurais déjà montrée si un indéfinissable sentiment d'horreur ne m'en avait pas empêché jusqu'à présent. » Nous regardâmes la peinture qu'il nous présentait. Je n'y vis aucun caractère bien extraordinaire, mais son effet sur Bedloe fut prodigieux. À peine l'eut-il regardé qu'il faillit s'évanouir. Et cependant, ce n'était qu'un portrait à la miniature, un portrait merveilleusement fini, à vrai dire, de sa propre physionomie si originale. Du moins, telle fut ma pensée en la regardant. « Vous apercevez la date de la peinture, dit Templeton,
Elle est là, à peine visible dans ce coin. 1780. C'est dans cette année que cette peinture fut faite. C'est le portrait d'un ami défunt, un monsieur Holdeb, à qui je m'attachai très vivement à Calcutta durant l'administration de Warren Hastings. Je n'avais alors que 20 ans. Quand je vous vis pour la première fois, monsieur Bedloe, à Saratoga, ce fut la miraculeuse similitude qui existait entre vous et le portrait qui me détermina à vous aborder, à rechercher votre amitié, et à amener ces arrangements qui firent de moi votre compagnon perpétuel. En agissant ainsi, j'étais poussé en partie et peut-être principalement par les souvenirs pleins de regrets du défunt, mais d'une autre part aussi par une curiosité inquiète à votre endroit et qui n'était pas dénuée d'une certaine terreur. Dans votre récit de la vision qui s'est présentée à vous dans les montagnes, vous avez décrit avec le plus minutieux détail la ville indienne de Bénarès, sur la rivière Sainte. Les rassemblements, les combats, le massacre, c'étaient des épisodes réels de l'insurrection de Chet Singh qui eut lieu en 1780, alors que Hastings courut les plus grands dangers pour sa vie. L'homme qui s'est échappé par la corde faite de turbans, c'était Chet Singh lui-même. La troupe du kiosque était composée de cipayes et d'officiers anglais, Hastings à leur tête. Je faisais partie de cette troupe, et je fis tous mes efforts pour empêcher cette imprudente et fatale sortie de l'officier qui tomba dans la bagarre sous la flèche empoisonnée d'Arbagali. Cet officier était mon plus cher ami. C'était Holdeb. Vous verrez par ce manuscrit. Ici le narrateur produisit un livre de notes dans lequel quelques pages paraissaient d'une date toute fraîche. Que pendant que vous pensiez ces choses au milieu de la montagne, j'étais occupé ici, à la maison, à les décrire sur le papier. Une semaine environ après cette conversation, l'article suivant parut dans un journal de Charlottesville. C'est pour nous un devoir douloureux d'annoncer la mort de M. Auguste Bedloe, un gentleman que ses manières charmantes et ses nombreuses vertus avaient depuis longtemps rendu cher aux citoyens de Charlottesville. M. B, depuis quelques années, souffrait d'une névralgie qui avait souvent menacé d'aboutir fatalement, mais elle ne peut être regardée que comme la cause indirecte de sa mort. La cause immédiate fut d'un caractère singulier et spécial. Dans une excursion qu'il fit dans les Rage Mountains, il y a quelques jours, il contracta un léger rhume avec de la fièvre, qui fut suivi d'un grand mouvement du sang à la tête. Pour le soulager, le docteur Templeton eut recours à la saignée locale. Des sangsues furent appliquées aux tempes. Dans un délai effroyablement court, le malade mourut, et l'on s'aperçut que, dans le bocal qui contenait les sangsues, avait été introduite par hasard une de ces sangsues vermiculaires venimeuses qui se rencontrent çà et là dans les étangs circonvoisins. Cette bête se fixa d'elle-même sur une petite artère de la tempe droite. Son extrême ressemblance avec la sangsue médicinale fit que la méprise fut découverte trop tard. Nota bene, la sangsue venimeuse de Charlottesville peut toujours se distinguer de la sangsue médicinale par sa noirceur, et spécialement par ses tortillements ou mouvements vermiculaires qui ressemblent beaucoup à ceux d'un serpent. Je me trouvais avec l'éditeur du journal en question, et nous causions de ce singulier accident, quand il me vint à l'idée de lui demander pourquoi l'on avait imprimé le nom du défunt avec l'orthographe Bedloe, B-E-D-L-O. « Je présume, dis-je, que vous avez quelque autorité pour l'orthographier ainsi. J'ai toujours cru que le nom devait s'écrire avec un « e » à la fin. »« Autorité ? Non, répliqua-t-il. C'est une simple erreur du typographe. Le nom est Bedloe, avec un « e ». C'est connu de tout le monde, et je ne l'ai jamais vu écrit autrement. Il peut donc se faire, murmurai-je en moi-même, comme je tournais sur mes talons, qu'une vérité soit plus étrange que toutes les fictions. Car qu'est-ce que Bedloe sans eux, si ce n'est Holdeb retourné ? Et cet homme me dit que c'est une faute typographique. Et c'est la fin de cette nouvelle, les amis. À la fin de la nouvelle, souvenir de Monsieur Auguste Bedloe. On va se marquer une petite pause. Et du coup, j'accueille les nouveaux arrivants de ce soir. Bonsoir Marioni, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Et oui, non, tu n'arrives pas à la fin du tout. T'as quasiment... Alors, il me semble t'avoir vu arriver dans le chat juste quand j'ai commencé. Donc je pense que t'as vraiment loupé peut-être une ou deux phrases grand maximum. Et t'as l'air d'aller bien. Donc je suis content, ça me fait plaisir de te voir parmi nous. Et en plus, t'as encore moins loupé que d'habitude, entre guillemets, dans le sens où... ce soir, il y a deux phases de lecture bien distinctes. On vient de lire une nouvelle entière et on va lire une nouvelle entière dans quelques minutes. Et du coup, bonsoir également, un petit poulpe dissident. Tu es arrivé en retard, comme tu dis, mais ne t'en fais pas, tu n'as pas loupé grand-chose, toi non plus. Il me semble t'avoir vu dans le chat.
arriver peut-être 1 ou 2 pages après le commencement de la nouvelle. Donc je pense pas que t'aies loupé le plus important. J'espère que cette nouvelle vous aura plu, les amis. Elle m'a beaucoup plu personnellement, et encore une fois, je m'attendais pas à ça, mais dans Histoire extraordinaire, du coup, Charles Baudelaire a compilé des nouvelles d'Edgar Allan Poe, et il les a compilées entre guillemets par thème, par genre, et là on retombe encore un peu sur les mêmes thèmes que lors des dernières nouvelles, lors du dernier live, à savoir ce thème du magnétisme, mais magnétisme au sens de hypnose entre guillemets. Là on en a eu encore quelques mentions et on se promène encore dans ces notions, puisqu'il y fait lui-même référence, donc pour lui vraisemblablement ça pourrait être lié. Mais du coup j'espère que ça s'est bien compris. Bon, si ça s'est pas compris, c'est que j'ai mal fait ma lecture, donc il faut qu'on me tape sur les doigts. Mais j'espère que ça s'est bien compris et que vous avez bien pu apprécier cette nouvelle. Mais grosso modo, le personnage principal, a priori, enfin moi c'est comme ça que je le comprends, a fait entre guillemets... En fait, c'est dit dans le titre au final. Souvenir de Monsieur Auguste Bedloe, c'est un peu... Ça veut dire qu'il a pas fait un rêve, mais qu'il s'est souvenu, donc qu'il a eu des souvenirs d'une vie passée a priori. Et je trouve ça vachement intéressant comme idée, encore une fois. Je trouve ça original et très intéressant de relier l'hypnose au concept de vie antérieure et d'avoir des souvenirs d'une vie antérieure. Donc du coup, ouais, il y a encore ce délire de réincarnation, d'âme, d'hypnose, de vie antérieure, enfin, tout un tas de thèmes que je trouve hyper intéressants et qui sont pas, amenés par Edgar Allan Poe de manière trop folklorique, je trouve. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que j'ai pas l'impression qu'Edgar Allan Poe, moque ou caricature ces sujets. J'ai l'impression que ce sont des thèmes qui l'intéressent vraiment et je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement, hein, forcément, il date. Il a vécu il y a de cela 2 siècles, donc forcément vous comprendrez que je n'ai pas eu le loisir de discuter avec lui, mais je trouve je me dis, à sa manière d'écrire sur ces sujets, je pense qu'il a un profond respect pour ces sujets, et que c'est vraiment des sujets qui l'intéressent, qui IRL avaient du sens pour lui, et peut-être un certain sérieux. Et c'est vrai que ça m'intéresse vachement, parce que c'est très facile, et pour beaucoup de gens je trouve, c'est très facile de se moquer des sujets paranormaux au sens large. Là je dis vraiment au sens large, en passant par l'hypnose, les fantômes, les aliens, la télékinésie, la télépathie, les elfes, ce que vous voulez, le petit peuple, enfin voilà, la magie en général, etc. Donc là j'étalonne très large, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont très facilement moqués. Et moi je sais pas, c'est des sujets qui particulièrement me fascinent et pour lesquels j'ai un profond respect. Et je sais pas, alors c'est peut-être justement à cause de de mon appréciation de ces sujets que ça me touche particulièrement. Mais j'ai l'impression de retrouver ça entre guillemets chez Edgar Allan Poe et du coup ça me plaît vachement. J'ai l'impression qu'il a vraiment le respect et le désir de bien vouloir restituer ces sujets. Donc je trouve ça hyper cool. Petit Poulpe Dissident, oui j'aime beaucoup celle sur le magnétisme, mais la première sur le thème m'a préférée quand même. J'avoue que pour le moment, ma première sur le thème du magnétisme a aussi été ma préférée. Elle était un peu à la limite de l'horreur, et j'avais bien aimé. C'était, si je ne m'abuse, la vérité sur le cas de Monsieur Valdemar. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé celle-ci. Je pense qu'il y avait une vraie curiosité de sa part vers ce sujet aussi. Il devait y voir quelque chose d'assez intriguant et mystérieux, qui sait. Bah ouais, je pense. Surtout qu'en plus, la manière dont il l'évoque, il dit très fréquemment dans ses derniers textes qu'on a pu lire que c'est des sujets qui n'ont plus à faire leurs preuves. Alors que même aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à mettre largement en cause tous ces sujets. Donc du coup, c'est marrant, parce que ça nous transpose à une époque totalement différente, où a priori c'était des sujets de société importants, entre guillemets, ou en tout cas qui étaient discutés, quoi. Et a priori, à l'époque, il y avait un
plutôt un consensus pour dire que c'était pas de l'arnaque, que c'était pas du charlatanisme, et qu'il y avait quelque chose à creuser dans ce sens. Et c'est marrant de voir que, ouais, aujourd'hui, franchement, enfin, je sais pas, ou bien je me fais peut-être une fausse idée, mais j'ai l'impression qu'on a peut-être reculé du coup sur cette confiance en ce genre de technique ou ce genre de possibilités. Peut-être que ça faisait plus rêver aussi à l'époque, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que si je ne m'abuse, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je demanderais à mes proches, est-ce qu'ils croient à la réincarnation, aux vies antérieures? Est-ce qu'ils croient à l'âme? Est-ce qu'ils croient à l'hypnose? Est-ce qu'ils croient aux expériences de mort imminente, etc. Ben, je suis pas sûr que la majorité dise oui. Après, je pense aussi que c'est beaucoup des questions qui sont mises très à l'écart aujourd'hui et qui sont plus... En fait, comment dire, elles font la une d'énormément d'émissions sur Internet ou sur la télé, ou voilà, à la télé plutôt. Mais je pense que justement, elles sont, enfin, c'est rarement des sujets qui sont pris très sérieusement et qui sont très respectés, entre guillemets. Je trouve que souvent, c'est juste pris pour faire du divertissement facile. Et enfin, ouais. Je trouve ça hyper fascinant, tout ce genre de sujet. Moi, personnellement, c'est des trucs qui me plaisent beaucoup. C'est bizarre, ça fait une ombre sur mon visage. Je comprends pas d'où elle vient. C'est Halloween. Très bizarre. Ok. Ok. C'est mes cheveux. Bon. Bref. Et du coup, bah voilà. J'aime beaucoup ces nouvelles en vrai. Je les trouve plus intéressantes que les premières. J'avoue que pour le moment, celle que j'ai le moins appréciée de tout le recueil de nouvelles, c'est les deux premières qui étaient un peu plus dans un style policier. Et bah, de toute manière, il en faut pour tous les goûts, mais c'est vrai que moi, c'est un style qui me parle moins et qui me plaît moins. Et du coup, on en est déjà à une grosse cinquantaine de minutes de live. Donc au final, ce live durera peut-être quand même à peu près 1h30. J'aurais cru que ça durerait moins. Parce que les nouvelles de ce soir sont très courtes. La nouvelle que je m'apprête à vous lire... Ah oui, en fait, ça va peut-être pas faire 1h30. La nouvelle que je m'apprête à vous lire fait exactement 6 pages. Donc ça va aller très très vite, les amis. Ce sera la dernière de ce soir. Je les couple que 2 par 2. Je les couple que 2 par 2 tout simplement parce que c'est plus facile pour moi, déjà, pour me repérer. En fait, c'est surtout en termes d'organisation. Pour ensuite mettre les rediffusions sur ma chaîne YouTube, c'est beaucoup plus facile qu'elles soient 2 par 2. Pour que je puisse bien mettre le titre dans de la vidéo, etc. Sans qu'il soit trop long, etc. Bref. Donc voilà. Juste pour ces raisons, c'est plus facile pour moi. Et du coup, j'en profite de cette pause. Je profite de cette pause pour vous rappeler cela. N'hésitez pas à aller dans le salon club de lecture sur mon Discord. Si vous remontez un petit peu la conversation, vous tomberez sur un gros post que j'avais fait où il y a plein de petites émoticônes avec des titres associés à ces émoticônes. Et ce sont les titres de toutes les œuvres que nous pourrions lire ensuite. Vu que là on arrive à la fin d'Histoire Extraordinaire, la prochaine fois ce sera le dernier live sur Histoire Extraordinaire. Donc voilà, il va falloir trouver une suite. Et je pense, au vu, alors les votes pour le moment, mettez en priorité, on va dire. Alors si je dis pas de conneries, ça fait longtemps que j'ai pas maté. Crime et Châtiment de Fyodor Dostoïevski. Il y avait quoi encore? Il y avait La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Et il y avait L'homme qui rit de Victor Hugo. Donc 3 gros énormes pavés. Et vu que ce sont de gros énormes pavés, je pensais ne pas les entamer tout de suite parce que là, il va y avoir les périodes de Noël dans pas si longtemps et je vais avoir besoin de bien plus d'un mois pour les lire. Donc je pensais plutôt les commencer en janvier, ces lectures un peu plus longues, et poursuivre avec des lectures plus, pas forcément plus légères, mais en tout cas qui ne nécessitent pas un long suivi. Donc voilà, je vais peut-être changer les lives pour quelques temps.
Enfin, en tout cas, pas suivre forcément les choix qui avaient été faits. Je sais qu'il y avait quelques personnes qui étaient intéressées, et moi le premier, par la lecture de quelque chose de très différent, quelque chose qu'on n'a jamais fait en live, à savoir un texte philosophique. Et moi, ça m'intéressait beaucoup de faire ça. D'ailleurs, philosophique / politique. Et du coup, ça serait du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. C'est un texte que j'ai beaucoup apprécié et que... En fait, je me dis que la lecture à l'oral de ce texte risque d'être compliquée parce que les lectures à l'oral de textes sur la morale, justement, sur la morale, sur la politique, sur la philosophie, c'est peut-être un peu lourd, c'est peut-être un peu dur à digérer, c'est peut-être un peu dur aussi même pour moi à dire. Donc je me tâte un petit peu. Mais c'est vrai que ça me titille beaucoup et que j'ai cette envie de faire ce texte-là. Donc je ne sais point encore. Ah oui, d'ailleurs, quelqu'un m'avait proposé, c'était Jumpy, je crois. Jumpy m'avait proposé sur le Discord de lire des contes. Sachez que je vais peut-être récupérer un bouquin avec les contes de Perrault. Donc c'est possible aussi que je fasse ça dans quelques temps. Je l'ai étudié en prépa l'année dernière, le contrat social, très intéressant. Bah ouais, Petit Poule, moi franchement le contrat social m'a vraiment beaucoup marqué. Enfin, il y a un passage notamment que j'arrête pas de relire parce que je trouve ça tellement intelligent. Enfin bon, bref. Mais voilà, je sais pas si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez d'autres propositions ou si vous voulez voter sur le Discord, faites-vous plaisir, vous pouvez voter autant que vous voulez pour autant d'œuvres que vous voulez. De toute manière, je me sers de vos suggestions et de vos votes uniquement en termes de, comment dire, de boussole. Ça me donne une direction, mais après, c'est moi qui décide, c'est moi qui tranche quelle lecture on fait selon le temps que je vais y passer, l'envie que j'en ai aussi, parce que bon, ça sert à rien que je lise des choses dont j'ai pas envie, clairement. Vous le ressentirez que je m'amuse pas. Donc voilou. Bon bah, Petit Poulpe dissident, t'as l'air complètement chaud pour la lecture du contrat social, donc ça fait plaisir. Je pense qu'on enchaînera avec ça en vérité. Je sais pas encore, je suis pas ferme sur ma décision, mais c'est possible. Marx, oula. Alors je sais pas du tout, Petit Poulpe dissident. J'avoue que j'ai jamais lu Marx, donc je ne saurais quantifier la difficulté du texte, la difficulté du style. Est-ce que ça va facilement se dire à l'oral? Est-ce que ça va être trop lourd ou quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est peut-être trop engagé, etc. Je sais pas. C'est possible, mais en tout cas, je garde ta suggestion sous le coude. Après aussi, un truc très chaud, j'en ai déjà parlé en live, mais un truc très chaud et qui m'a bloqué pas mal de temps à faire des lives sur des bouquins de philo ou des bouquins de politique, c'est que les gens sur internet s'emballent parfois un peu vite et sont peut-être parfois comment dire, monolithiques dans leurs décisions, univoques et dans leurs pensées. Et du coup, j'ai peur que le fait de lire des textes politiques ou sur la morale ou sur la philosophie, comment dire, me range dans une catégorie aux yeux de pas mal de gens. J'ai peur qu'en fait les gens se disent « Ah ok, ils pensent comme ça, la philosophie, la politique, nanana. » Alors que non, j'ai juste envie de vous lire un truc, de m'y intéresser. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que je lis. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que je fais mien toutes les idées que je lis et que je partage avec vous. Donc il y a ce petit truc qui m'a freiné pas mal de temps et qui, encore une fois, même maintenant, me freine un peu et me fait un peu peur, entre guillemets, mais bon. Ça devrait aller en vrai. Ça devrait aller. Nous verrons. Je pense qu'il y a de grandes chances que la prochaine lecture, ça soit du contrat social. On en reparlera, je vous tiendrai au courant de toute manière, sur les réseaux sociaux ou lors du prochain live. Sur ce, j'ai fait une pause un petit peu longue. On va donc enchaîner avec la suite de la lecture. Et j'ai même pas changé le titre du live. On passe donc à la dernière nouvelle de ce soir. Hop. Qui se nomme Morella. Alors les 3 dernières nouvelles du recueil ont des noms très bizarres. Donc je sais pas si je le prononce bien.
et ça m'embête un peu. À savoir, il y a Morella, il y a Ligeia, moi je dirais Ligeia plutôt. Morella, Ligeia et Metzengerstein. Donc voilà, je pense que je vais les prononcer comme je viens de les prononcer. J'espère que je fais pas d'erreur. Et puis voilà, on est parti. Petite nouvelle, je pense que je lirai en 15-20 minutes. Ça devrait aller vraiment vite. Je vous dis à tout à l'heure, bonne écoute à tous, bonne écoute Marioni, bonne écoute Wakina, bonne écoute Petit Poulpe Dissident, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour la fin du live. Morella. Lui-même, par lui-même, avec lui-même, homogène éternel. Platon. Ce que j'éprouvais relativement à mon ami Morella était une profonde mais très singulière affection. Ayant fait sa connaissance par hasard il y a nombre d'années, mon âme, dès notre première rencontre, brûla de feux qu'elle n'avait jamais connus. Mais ces feux n'étaient point ceux d'Eros, et ce fut pour mon esprit un amer tourment que la conviction croissante que je ne pourrais jamais définir leur caractère insolite, ni régulariser leur intensité errante. Cependant nous nous convînmes, et la destinée nous fit nous unir à l'autel. Jamais je ne parlais de passion, jamais je ne songeais à l'amour. Néanmoins, elle fuyait la société, et s'attachant à moi seul, elle me rendit heureux. Être étonné, c'est un bonheur. Et rêver, n'est-ce pas un bonheur aussi? L'érudition de Morella était profonde. Comme j'espère le montrer, ses talents n'étaient pas d'un ordre secondaire, la puissance de son esprit était gigantesque. Je le sentis, et dans maintes occasions, je devins son écolier. Toutefois, je m'aperçus bientôt que Morella, en raison de son éducation faite à Presbourg, étalait devant moi bon nombre de ces écrits mystiques qui sont généralement considérés comme l'écume de la première littérature allemande. Ces livres, pour des raisons que je ne pouvais concevoir, faisaient son étude constante et favorite. Et, si avec le temps ils devinrent aussi la mienne, il ne faut attribuer cela qu'à la simple mais très efficace influence de l'habitude et de l'exemple. En toutes ces choses, si je ne me trompe, ma raison n'avait presque rien à faire. Mes convictions, où je ne me connais plus moi-même, n'étaient en aucune façon basées sur l'idéal, et on aurait pu découvrir, à moins que je ne m'abuse grandement, aucune teinture du mysticisme de mes lectures, soit dans mes actions, soit dans mes pensées. Persuadé de cela, je m'abandonnai aveuglément à la direction de ma femme, et j'entrai avec un cœur imperturbé dans le labyrinthe de ses études. Et alors, quand en me plongeant dans des pages maudites, je sentais un esprit maudit qui s'allumait en moi, Morella venait, plaçant sa main froide sur la mienne, et ramassant dans les cendres d'une philosophie morte quelques graves et singulières paroles qui, par leur sens bizarre, s'incrustaient dans ma mémoire. Et alors, pendant des heures, je m'étendais rêveur à son côté, et je me plongeais dans la musique de sa voix, jusqu'à ce que cette mélodie à la longue s'infectât de terreur. Et une ombre tombait sur mon âme, et je devenais pâle, et je frissonnais intérieurement à ces sons trop extraterrestres. Et ainsi, la jouissance s'évanouissait soudainement dans l'horreur, et l'idéal du beau devenait l'idéal de la hideur, comme la vallée de Hinnon est devenue la Guéhenne. Il est inutile d'établir le caractère exact des problèmes qui, jaillissant des volumes dont j'ai parlé, furent pendant longtemps presque le seul objet de conversation entre Morella et moi. Les gens instruits dans ce que l'on peut appeler la morale théologique les concevront facilement, et ceux qui sont illettrés n'y comprendraient que peu de choses en tout cas. L'étrange panthéisme de Fichte, la palingénésie modifiée des pythagoriciens, et par-dessus tout la doctrine de l'identité telle qu'elle est présentée par Schelling, étaient généralement les points de discussion qui offraient le plus de charme à l'imaginative Morella. Cette identité, dite personnelle, M. Locke, je crois, l'a fait judicieusement consister dans la permanence de l'être rationnel. En tant que par personne nous entendons une essence pensante, douée de raison, et en tant qu'il existe une conscience qui accompagne toujours la pensée, c'est elle, cette conscience, qui nous fait tous être ce que nous appelons nous-mêmes, nous distinguant ainsi des autres êtres pensants, et nous donnant notre identité personnelle. Mais le principium individuationis, la notion de cette identité qui, à la mort, est ou n'est pas perdue à jamais, fut pour moi en tout temps un problème du plus intense intérêt, non seulement à cause de la nature inquiétante et embarrassante de ses conséquences, mais aussi à cause de la façon singulière et agitée dont en parlait Morella. Mais en vérité, le temps était maintenant arrivé où le mystère de la nature de ma femme m'oppressait comme un charme. Je ne pouvais plus supporter l'attouchement de ses doigts pâles, ni le timbre profond de sa parole musicale, ni l'éclat de ses yeux mélancoliques.
Et elle savait tout cela, mais ne m'en faisait aucun reproche. Elle semblait avoir conscience de ma faiblesse ou de ma folie, et, tout en souriant, elle appelait cela la destinée. Elle semblait aussi avoir conscience de la cause, à moi inconnue, de l'altération graduelle de mon amitié, mais elle ne me donnait aucune explication et ne faisait aucune allusion à la nature de cette cause. Morella toutefois n'était qu'une femme, et elle dépérissait journellement. À la longue, une tache pourpre se fixa immuablement sur sa joue, et les veines bleues de son front pâle devinrent proéminentes. Et ma nature se fondait parfois en pitié. Mais un moment après, je rencontrai l'éclair de ses yeux chargés de pensées, et alors mon âme se trouvait mal, et éprouvait le vertige de celui dont le regard a plongé dans quelque lugubre et insondable abîme. Dirais-je que j'aspirais, avec un désir intense et dévorant au moment de la mort de Morella? Cela fut ainsi. Mais le fragile esprit se cramponna à son habitacle d'argile pendant bien des jours, bien des semaines et bien des mois fastidieux, si bien qu'à la fin mes nerfs torturés remportèrent la victoire sur ma raison. Et je devins furieux de tous ces retards, et avec un cœur de démon je maudis les jours et les heures, et les minutes amères qui semblaient s'allonger et s'allonger sans cesse, à mesure que sa noble vie déclinait, comme les ombres dans l'agonie du jour. Mais, un soir d'automne, comme l'air dormait immobile dans le ciel, Morella m'appela à son chevet. Il y avait un voile de brume sur toute la terre, et un chaud embrasement sur les eaux. Et à voir les splendeurs d'octobre dans le feuillage de la forêt, on eût dit qu'un bel arc-en-ciel s'était laissé choir du firmament. « Voici le jour des jours, dit-elle quand j'approchai. Le plus beau des jours pour vivre ou pour mourir. C'est un beau jour pour les fils de la terre et de la vie. Ah, plus beau encore pour les filles du ciel et de la mort. » Je baisai son front, et elle continua. « Je vais mourir. Cependant je vivrai. Morella, ils n'ont jamais été ces jours où il t'aurait été permis de m'aimer, mais celle que dans la vie tu abhorras, dans la mort tu l'adoreras. Morella, je répète que je vais mourir. Mais en moi est un gage de cette affection. Ah, quelle mince affection que tu as éprouvée pour moi, Morella. Et quand mon esprit partira, l'enfant vivra, ton enfant, mon enfant à moi, Morella. Mais tes jours seront des jours pleins de ce chagrin qui est la plus durable des impressions, comme le cyprès le plus vivace des arbres, car les heures de ton bonheur sont passées, et la joie ne se cueille pas 2 fois dans une vie, comme les roses de Paestum 2 fois dans une année. Tu ne joueras plus avec le temps le jeu de l'homme de Théos, le myrte et la vigne te seront choses inconnues, et partout sur la terre tu porteras avec toi ton suaire, comme le musulman de la Mecque. « Morella !» m'écriai-je. « Morella, comment sais-tu cela ?» Mais elle retourna son visage sur l'oreiller, un léger tremblement courut sur ses membres, elle mourut, et je n'entendis plus sa voix. Cependant, comme elle l'avait prédit, son enfant, auquel en mourant elle avait donné naissance, et qui ne respira qu'après que la mère eut cessé de respirer, son enfant, une fille, vécut, et elle grandit étrangement en taille et en intelligence, et devint la parfaite ressemblance de celle qui était partie. Et je l'aimais d'un plus fervent amour que je ne me serais cru capable d'en éprouver pour aucune habitante de la terre. Mais avant qu'il fût longtemps, le ciel de cette pure affection s'assombrit, et la mélancolie et l'horreur et l'angoisse y défilèrent en nuages. J'ai dit que l'enfant grandit étrangement en taille et en intelligence. Étrange en vérité fut le rapide accroissement de sa nature corporelle, mais terrible, oh terribles furent les tumultueuses pensées qui s'amoncelèrent sur moi pendant que je surveillais le développement de son être intellectuel. Pouvait-il en être autrement, quand je découvrais chaque jour dans les conceptions de l'enfant la puissance adulte et les facultés de la femme, quand les leçons de l'expérience tombaient des lèvres de l'enfance, quand je voyais à chaque instant la sagesse et les passions de la maturité jaillir de cet œil noir et méditatif, quand, dis-je, tout cela frappa mes sens épouvantés, quand il fut impossible à mon âme de se le dissimuler plus longtemps, à mes facultés frissonnantes de repousser cette certitude, y a-t-il lieu de s'étonner que des soupçons d'une nature terrible et inquiétante se soient glissés dans mon esprit, ou que mes pensées se soient reportées avec horreur vers les contes étranges et les pénétrantes théories de la défunte Morella? J'arrachai à la curiosité du monde un être que la destinée me commandait d'adorer. Et dans la rigoureuse retraite de mon intérieur, je veillais avec une anxiété mortelle sur tout ce qui concernait la créature aimée. Et comme les années se déroulaient, et comme chaque jour je contemplais son sein, son doux, son éloquent visage, et comme j'étudiais ses formes mûrissantes, chaque jour je découvrais de nouveaux points de ressemblance entre l'enfant et sa mère, la mélancolique et la morte.
Et d'instant en instant, ces ombres de ressemblance s'épaississaient, toujours plus pleines, plus définies, plus inquiétantes et plus affreusement terribles dans leur aspect. Car que son sourire ressemblât au sourire de sa mère, je pouvais l'admettre, mais cette ressemblance était une identité qui me donnait le frisson. Que ses yeux ressemblassent à ceux de Morella, je devais le supporter, mais aussi il pénétrait trop souvent dans les profondeurs de mon âme avec l'étrange et intense pensée de Morella elle-même. Et dans le contour de son front élevé, et dans les boucles de sa chevelure soyeuse, et dans ses doigts pâles qui s'y plongeaient d'habitude, et dans le timbre grave et musical de sa parole, et par-dessus tout, oh, par-dessus tout, dans les phrases et les expressions de la morte sur les lèvres de l'aimée, de la vivante, je trouvais un aliment pour une horrible pensée dévorante, pour un ver qui ne voulait pas mourir. Ainsi passèrent 2 lustres de sa vie, et toujours ma fille restait sans nom sur la terre. Mon enfant et mon amour étaient les appellations habituellement dictées par l'affection paternelle, et la sévère réclusion de son existence s'opposait à toute autre relation. Le nom de Morella était mort avec elle. De la mère, je n'avais jamais parlé à la fille. Il m'était impossible d'en parler. En réalité, durant la brève période de son existence, cette dernière n'avait reçu aucune impression du monde extérieur, excepté celle qui avait pu lui être fournie dans les étroites limites de sa retraite. À la longue, cependant, la cérémonie du baptême s'offrit à mon esprit, dans cet état d'énervation et d'agitation comme l'heureuse délivrance des terreurs de ma destinée. Et au fond baptismaux, j'hésitais sur le choix d'un nom. Et une foule d'épithètes de sagesse et de beauté, de noms tirés des temps anciens et modernes de mon pays et des pays étrangers, vint se presser sur mes lèvres, et une multitude d'appellations charmantes de noblesse, de bonheur et de bonté. Qui m'inspira donc alors d'agiter le souvenir de la morte enterrée? Quel démon me poussa à soupirer un son dont le simple souvenir faisait toujours refluer mon sang par torrents des tempes au cœur? Quel méchant esprit parla du fond des abîmes de mon âme, quand, sous ces voûtes obscures et dans le silence de la nuit, je chuchotai dans l'oreille du saint homme les syllabes Morella? Quel être, plus que démon, convulsa les traits de mon enfant et les couvrit des teintes de la mort, quand, tressaillant à ce nom à peine perceptible, elle tourna ses yeux limpides du sol vers le ciel, et tombant prosternée sur les dalles noires de notre caveau de famille, répondit « Me voilà !» Ces simples mots tombèrent distincts, froidement, tranquillement distincts dans mon oreille, et de là, comme du plomb fondu, roulèrent en sifflant dans ma cervelle. Les années peuvent passer, mais le souvenir de cet instant, jamais. Ah, les fleurs et la vigne n'étaient pas choses inconnues pour moi, mais la conite et le cyprès m'ombragèrent nuit et jour. Et je perdis tout sentiment du temps et des lieux, et les étoiles de ma destinée disparurent du ciel. Et dès lors la terre devint ténébreuse, et toutes les figures terrestres passèrent près de moi comme des ombres voltigeantes, et parmi elles je n'en voyais qu'une, Morella. Les vents du firmament ne soupiraient qu'un son à mes oreilles, et le clapotement de la mer murmurait incessamment « Morella !» Mais elle mourut, et de mes propres mains je la portai à sa tombe, et je ris d'un amer et long rire, quand dans le caveau où j'ai déposé la seconde, je ne découvris aucune trace de la première. Morella. Et c'est la fin de cette nouvelle, les amis. La fin de la nouvelle Morella. Nous passons donc à l'outro de ce live. Et du coup, j'accueille de nouveaux arrivants, je ne sais pas si vous êtes encore là. Dans le doute, bonsoir et bienvenue. Piu piu. Piu piu. Et Oriux. Bonsoir et bienvenue à vous deux. Pour te répondre, Oriux, alors ton pseudo ne me dit rien, mais si tu me demandes à quand du Minecraft, je suppose que tu étais là lors des lives de Minecraft. Je crois que les lives de Minecraft, si je dis pas de conneries, ça date d'il y a plus d'1 an et demi. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais. Mais j'avoue que les lives Minecraft, c'est pas prévu, et s'il y en a, en tout cas, c'est pas... Enfin voilà, comme je le dis, c'est pas prévu, donc s'il y en aura... S'il arrive d'aventure que j'en refasse, ça sera pas dans les semaines, mois à venir. Petit Poulpe Dissident qui nous dit « Courte mais diablement efficace ». J'espère que vous avez tous autant apprécié cette nouvelle que Petit Poulpe Dissident. Perso, bah pareil que toi en fait, je la trouve courte mais diablement efficace. C'est-à-dire que je la trouve vraiment sympa. Je trouve qu'elle aurait gagné à avoir un tout petit peu de rab en vérité. Je trouve qu'elle est bien, qu'elle est efficace en effet,
Je trouve qu'elle aurait gagné encore à avoir peut-être 2-3 pages de plus sur le développement de la petite fille, sur peut-être sur son, comment dire, son, mince, je trouve pas d'autres mots que développement, sur la vieillesse, sur le temps qui passe, et voilà, sur son évolution, quoi, voir un petit peu où est-ce qu'elle aurait pu devenir bizarre, et puis ouais, voilà, ce genre de choses, quoi. Peut-être qu'il y ait plus de signes un peu chelous avant-coureur, ça m'aurait encore plus plu, je pense. Mais c'est vrai que elle est quand même pas mal, et du coup je me demande encore une fois, alors là pour le coup c'est purement une nouvelle fantastique, je dirais, si je devais la qualifier. Sa croissance, c'est le mot que je cherchais, Petit Poulpe Dissident, en effet. Donc oui, là, pour le coup, je dirais purement qu'elle relève du fantastique, cette nouvelle. Mais je me demande encore une fois, en fait, si elle est mise juste après la nouvelle précédente, c'est que justement, elles doivent, entre guillemets, se relier un petit peu par l'idée de réincarnation. Donc là, a priori, la première Morella est morte. Elle a fait une sorte de prédiction que son enfant allait perpétuer, entre guillemets, son âme, ou je sais pas trop. Et peut-être du coup, voilà, après, disparition. En gros, l'enfant devient Morella, et quand il faut enterrer l'enfant, la mère a disparu de la tombe. Je sais pas, je trouve ça simple. En vrai, je trouve ça simple. Je trouve ça efficace, en effet. Simple. Disons que ça aurait pu avoir un effet horrifique plus important si ça avait été construit sur davantage de pages. Enfin, en tout cas, selon mes goûts. Selon mes goûts, si ça avait été construit sur un peu plus de temps, la chute aurait été plus impactante, je trouve. Mais bon, elle était sympa quand même. Je vais vous avouer que c'est pas ma préférée du recueil. Je la trouve ok-tière, je la trouve sympa. Sans plus. Là où Edgar Allan Poe sur certaines nouvelles m'a complètement bluffé, là voilà, je trouve ça plus basique déjà que certaines des nouvelles qu'on a pu lire en live. Et bah sur ce, on en a terminé avec la lecture de ce soir du coup. La prochaine fois, on lira la nouvelle Ligeia. Je vais essayer de me renseigner pour savoir si on la prononce bien comme ça, mais je pense que c'est ça, donc Ligeia, ainsi que la nouvelle Metzengerstein. Nous verrons bien ce que ça donne. Logiquement, ça fera un live d'à peu près même durée que ce soir. La nouvelle Ligeia dure une vingtaine de pages, elle est quand même un peu plus longue. Et Metzengerstein, une dizaine de pages. Ah ouais, donc on finira peut-être sur un live un tout petit peu plus long la prochaine fois. Peut-être un live d'1h30, 1h30, 1h45, on verra. Quelque chose comme ça. Et du coup, c'est parce qu'on est connecté, ça, Petit Poulpe Dissident. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Je vais pas faire durer éternellement le live alors que je n'ai pas forcément grand chose de plus à vous dire. Je vais juste répéter 2-3 petits trucs importants pour le coup. N'hésitez pas à aller sur le Discord, me suggérer ou aller voter dans le sondage pour les prochaines œuvres que vous voudriez voir en live. À savoir aussi d'ailleurs que j'achèterai certainement bientôt le second livre de la jungle, vu qu'on a déjà effectué la lecture du premier livre de la jungle, ainsi que Cro-Blanc qui nous avait été proposé par je ne sais plus qui d'ailleurs, commence à faire longtemps, mais voilà, ces deux lectures arriveront vraisemblablement un jour. Il y a déjà une grande liste d'œuvres que je vais pouvoir vous lire en live disponible sur le Discord, n'hésitez pas à aller voter, ou à essayer d'étoffer la liste en me donnant des idées peut-être de texte. Comme je le disais, je pense que la prochaine lecture après Histoire extraordinaire, ça sera sur du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Et du coup, dernière news, si ça vous intéresse de découvrir un petit peu l'envers du décor de League of Legends, donc là je pars totalement sur un autre sujet, le jeu vidéo League of Legends, jeu bien connu, profite d'un univers étendu vraiment sympa et à mon goût pas assez mis en avant. Donc à partir de demain je lance les lives de découverte sur
l'univers de League of Legends avec la lecture notamment de nouvelles créées par des vrais auteurs qui créent le jeu, en adéquation, enfin comment dire, en harmonie, en adéquation, je ne trouve plus le mot, avec les créateurs du jeu, quoi. Donc voilà, ça va être intéressant, je pense. Ça va être un test, ça va être un peu compliqué, j'avoue. J'ai un peu peur, j'apprends un peu. Et j'espère savoir organiser ça comme il faut. Mais bon, ça sera un pilote, entre guillemets. Et vous me direz ce que vous en aurez pensé demain. Bonsoir Lily, bonsoir. Et horrible Halloween. Malheureusement, j'allais quitter le live. Et oui, tu arrives à la fin comme d'habitude. T'es à chaque fois le petit coucou de fin. Mais ça fait plaisir malgré tout de te voir parmi nous, de voir que tu as fait l'effort, entre guillemets, de nous dire bonjour, de venir faire coucou, ça fait plaisir. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Demain, live à 21h, premier live de découverte sur l'univers de League of Legends. Dans 3 jours, le dernier, l'ultime live sur Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Je pense avoir tout dit. Pour de bon. Bonne soirée, bonne nuit, à la prochaine pour une prochaine lecture ou une prochaine découverte. Bye bye.